Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Donc là, je suis très content de revenir au laboratoire. Donc, je vais intégrer l'aspect laboratoire à mon intervention. Donc, au début, j'ai failli dire « Je ne vous remercie pas de l'invitation ». Bien sûr que si, je vous remercie parce que ça ouvre un chantier qui est vraiment immense et vaste pour moi. Parce que, comme vous le disiez, j'ai commencé à travailler... je dirais pas que j'ai commencé, mais j'ai fait un travail sur la tricontinentale, donc revisiter un corpus des années 60 et 70. Et ça ouvre vraiment un grand chantier, l'idée de vouloir faire une remise en perspective de ce corpus, parce que pour moi, tout à l'heure, il y avait une intervention et on parlait justement de voir le passé. Pour moi, en fait, pendant longtemps, ce qui m'a un peu hanté dans mon travail, c'était aussi de vouloir chercher des réponses. Je pensais pouvoir travailler, en fait, ce corpus et y trouver des réponses, parce qu'il me semblait que beaucoup de ce corpus, au moment où je commençais mon travail, avait disparu. D'ailleurs, en écho, c'était un corpus de films disparu, pour plein de raisons, en fait, parce que c'est un corpus qui était autour de trois continents. Et il y a une phrase à cet égard qui m'avait énormément stimulé, c'était dans une phrase qui avait été reprise, une formule de Serge Danet, qui avait été reprise, en fait, dans le catalogue des années pop, Centre Pompidou, au début des années 2000, c'était, en fait, on avait pensé à tout à propos de ces films, on avait pensé à tout sauf à une chose, c'est qu'ils pouvaient disparaître. Donc pour moi, c'était très intéressant de voir comment ces films avaient pu émerger de manière extrêmement violente dans un contexte qui est celui de la décolonisation. Et je rappelle par rapport au Magicien de la Terre qu'en 1966, c'est donc un mouvement de radicalisation des non-alignés. C'est la conférence tricontinentale qui se fait à La Havane, qui se tient à La Havane en fait. Ah oui, avant qu'elle tortique, merci. Et donc il propose une espèce d'alternative et de nouvelles propositions. En fait, il y a l'aspect de la tricontinentale, l'aspect politique est assez connu. Il y a la citation emblématique d'un assaut de Che Guevara qui viendra l'année d'après, qui s'appelle « Créer de Troie de nombreux Vietnam » et qui propose, qu'on appelle en termes de l'époque, une convergence des luttes. Mais il y a aussi un aspect culturel, donc dans le domaine de l'intervention graphique, dans le domaine de l'affiche et dans le domaine aussi du cinéma. Donc on a souvent en tête des personnes comme Glober Rocha, Fernando Solanas et Octavio Retino, qu'on oublie souvent, et un corpus de films, Ahmed Rajdi par exemple, L'Aube des damnés, qui est tourné en 1965 en Algérie, et toute cette constellation qui est vraiment aussi complètement nourrie par la pensée fanonienne. Donc, il y a aussi une chose par rapport à cette intervention. Donc, c'est une intervention, comme je dis, qui sera vraiment fragmentaire, discontinue. Il se trouve que je me trouve moi-même dans un état un petit peu qui correspond un peu à l'intitulé, puisqu'après quelques séjours ici et là, je me retrouve moi-même dans un état un petit peu de flottement. Et ce que j'ai voulu, c'est mettre cet état à profit pour l'intervention, en sachant qu'il y avait le moment de l'émergence donc de pistes ici, et ensuite, il y aura le moment de la rédaction. Donc comme ça, c'est une espèce de processus et de laboratoire, en fait, qui va s'effectuer. Donc ça, j'y tiens, c'est extrêmement périlleux, je peux vraiment, comme on dit familièrement, me casser la gueule, me situer un peu en dehors des règles de la diplomatie et même de la bienséance, ou simplement vous froissez votre attention, mais je pense que c'est un risque à prendre, c'est un risque dont j'assume les conséquences, et j'ai voulu donc partir surtout de notes, de fragments, et de citations. Donc il y a un double travail, parce que je n'avais pas envie de vous ressortir, comme on disait, toutes les interventions sur la tricontinentale, ce cinéma. J'avais envie aussi d'explorer de nouvelles voies. Et ça, là, je vous remercie vraiment, Aliosha Kantuta, pour le chantier que vous m'offrez. Donc je n'ai pas la prétention de le résoudre là, mais c'est quelque chose qui est extrêmement vaste et qui, je pense, va me tenir à cœur les prochains mois, pour ne pas dire les prochaines années. Donc, je disais, le travail, donc, est aussi un travail de citation, donc je me permettrai donc un montage aussi de textes divers, en fait, de pistes, qui sont comme des pistes. Donc je vais quand même donner quelques points par rapport à la tricontinentale. Il y a aussi quelque chose dont on entend souvent parler, qui est le troisième cinéma. Alors le troisième cinéma, maintenant, il y a Vincent Dieutre, des personnes comme Pascal Cassagno, parlaient en fait d'un croisement entre le cinéma, l'art contemporain, la littérature, la vidéo. Ce qu'il s'agissait à l'époque du troisième cinéma, en fait, c'est une personne qui s'appelle Luc Moulet, qui parle pour la première fois d'un troisième cinéma dans les cahiers du cinéma, pour désigner en fait un film et un cinéma qui n'est pas de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. C'était un film de Kurosawa, mais très vite, il y a le manifeste vers un troisième cinéma, Hacia un tercer cine, de Solanas et Retino, qui va proposer, en fait, ce qu'il appelle un cinéma de libération.
Un cinéma qui se caractérise par un aspect collectif, un aspect extrêmement offensif, polémique, même balistique, je dirais presque. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est que c'est en écho à des pratiques littéraires comme celle de la revue Souffle au Maroc, qui commence en fait l'année de la tricontinentale, et souvent on ne les met pas toujours en rapport. Donc ça commence en 1966, la revue Souffle. Le troisième cinéma, contrairement à ce qu'on entend, ce qu'on peut lire parfois, n'est pas simplement le cinéma du tiers-monde, en fait. Dans la constellation du troisième cinéma, l'axe principal, l'axe révolutionnaire selon la théorie de l'époque et selon la vision de l'époque, part effectivement du tiers-monde, mais il y a aussi tout un agencement mondial qui s'effectue avec des groupes comme Iskra en France. Ensuite, il y aura Ciné Libération, Ciné de la Bassée en Argentine, Ciné Giornali en Italie, les Engakuren au Japon, les Newsreel en Amérique du Nord, Cinémathèque du Tiers-Monde, Cinémateca del Tercer Mundo en Uruguay. Donc il y a toute une constellation en fait qui propose ce cinéma et qui le pratique. Pour l'intervention, maintenant qu'on a commencé un petit peu à entrer dans le vif du sujet, il faut quand même que j'annonce son sujet. C'est pour un cinéma phénix. Parce que comme je disais, ce qui est intéressant pour moi, c'est cette idée du phénix, mais c'est, qu'est-ce que je propose? D'ailleurs, c'est même dans l'agencement même du colloque, je suis le seul historien du cinéma. Donc pour moi, c'est quoi en fait? C'est ce que j'appelle un cinéma phénix, c'est un régime transversal d'image et d'action. C'est aussi un art du débordement. Par rapport au tiers-monde, en écho à ce qui précède, je voulais rappeler aussi une précision qui est très intéressante, qui est celle de Vijay Prashad dans Les Nations Obscures, qui disait que le tiers-monde n'était pas un lieu, c'était un projet. Ça me semble aussi quelque chose de très important à ajouter. Pour la définition du tiers-monde, bon, je pense que c'est inutile de rappeler, mais ça vient en fait d'une formule c'est d'Albert Sauvy et de Ballandier, qui reprend la formule de CIS, pour qui le tiers-monde, en fait, c'est calqué sur le tiers-état à la veille de la Révolution française. C'était ce qui n'était rien et ce qui voulait devenir quelque chose. Et dans le cadre de mes propositions, ce que j'aimerais interroger, ce sera vraiment aussi les questions de visibilité, de présence et d'absence, en prenant deux pôles. C'est un petit peu un pôle qui va décider de se masquer pour apparaître. Donc on a l'image, pour rester dans les années 70, du Fidaïn palestinien d'ici et ailleurs, avec cette idée de se masquer pour être visible. Image qui a été reprise par le sous-commandant Marcos dans le Chiapas, en disant nous avons dû nous couvrir le visage pour qu'il nous voie. Et à l'autre extrême de ce pôle qui serait intéressant, parce que pour moi, toutes ces questions-là, toutes ces questions de proposer une géoesthétique, c'est vraiment, il y a un penchant continuel entre les questions d'apparition et de disparition, les questions de visibilité, d'invisibilité. C'est vraiment un pôle qui est un pôle structurant, c'est même un paradigme pour moi. Et à l'autre extrême, il y a aussi Los Desnudos de Clarisse Anne, qui est en fait l'enregistrement d'une performance où en fait des gens vont se dénuder en réponse à une spoliation, et donc c'est une autre forme d'apparition. Sinon, il y a aussi quelque chose de... Pourquoi est-ce que je parle de la notion de phénix, d'espèce de mélancolie débordante? C'est parce qu'il y a une image, comme je disais, pour maintenant le raccorder, ce corpus des années 60, en étant très très bref, parce que ce n'est pas le lieu d'être dans des développements longs qu'on peut faire ailleurs, qui ont déjà été faits dans d'autres lieux. Et c'est vraiment l'idée aussi, depuis le fond de la Rue Rouge, de la succession de cortèges, de manifestations qui s'apparentent à une succession d'enterrements. Et c'est une image qui va être extrêmement structurante, qu'on va retrouver dans des films d'East Stayer, dans November par exemple, où il y a encore cette idée de long deuil. En fait, ce serait vraiment vu comme une espèce de long deuil continu. Et aussi une manière de revisiter les impasses. Ça, c'est un champ sur lequel je vais m'atteler et qui devra être vraiment, vraiment structurant. Réinterroger la part d'inaccompli, de visionnaire, la part toujours réactualisable et encore pensable aujourd'hui aussi du Paris fanonien, donc qui inspira des groupes de cinéastes du corpus précontinental, donc Glober Rocha, Pontecorvo, Solanas, Hugo Olivet aussi, au Venezuela, qui travaillent aussi la pensée d'écriture, la matière fanonienne. Mais on l'oublie souvent, en fait, tous ces cinéastes vont travailler le matériau fanonien comme une matière plastique aussi. Ils ne vont pas se contenter, en fait, de mettre en situation, de penser les écrits, mais ils vont vraiment travailler
comme un matériau plastique. Invitation à l'invention, à la découverte, une ouverture, séisme dont l'écho se poursuit aujourd'hui, un baromètre inquiet des possibles ajournés, pour un cinéma phénix, un baromètre de cette lutte plurielle, poétique et politique, avec toujours cette oscillation entre l'apparition de l'être et son retrait provoqué, la danse d'une dissimulation tactique et consentie qui n'en finit pas d'être présente, mais qui ne se donne pas à voir de manière immédiate, qu'il faut savoir lire et percevoir, dont il faut savoir découvrir et redécouvrir les traces et les vestiges disséminés. Donc comme le temps là, est en train de se réduire, et que toute expérience a ses limites, donc je vais là terminer par les choses qui me semblaient, les éléments qui me semblaient vraiment très importants à intégrer. C'était donc de revisiter dans un autre contexte la notion de, quand je parlais de la revue Souffle, il y a un des auteurs phares de cette revue qui s'appelait Mohamed Khaireddine, qui est un écrivain, un poète, un romancier, et qui pratiquait aussi complètement un art du débordement, puisque ses œuvres en fait se caractérisent par un recours donc à la forme de la prose, du poème en prose, du théâtre, dans un même ouvrage en fait, et à la narration. Donc, et il y a une notion chez lui que je rattacherai à l'invisibilité, qui est celle du corps négatif. Dont je cite un extrait tout de suite. « Je ne savais plus au juste ce que j'étais, ni ce que j'avais d'abord été. Ailleurs, ici, partout, c'était nulle part. » Et après, comme prolongement contemporain, j'aimerais travailler cette proposition par le travail d'un cinéaste qui s'appelle Wael Noureddine, et qui avait fait un triptyque, que j'appellerais d'ailleurs trip, comme un voyage, tic, donc en le détachant, et en rattachant les deux éléments. Donc le triptyque. Et qui sera en fait une proposition qui est aux confins de l'essai, du poème et de la performance filmée. Aussi un élément qui me semblait très important, c'était aussi Georges Engal, donc un écrivain congolais, l'errance, qui, en parlant de littérature, moi je peux même l'élargir à l'art ou au cinéma, il parlait d'un cinéma de l'anomie, et de la déviance, de la subversion, de la destruction et de la décomposition, expression des complexes, des traumatismes, des refoulements, image d'une contre-société, d'une contre-culture, lieu et non-lieu des turbulences. L'écriture devient alors une décharge électrique. Donc, pour un cinéma de la jonction et de la disjonction, pour un cinéma phénix qui succède à l'heure des brasiers, mais aussi à l'heure des cendres, à l'heure du désarroi, qui propose un régime d'images transversales, un film flux, un film flot, un itinéraire. Cinéma du frôlement, du débordement, de l'absence et du silence, de la parole et du décentrement, de l'action et de la contemplation active. Cinéma phénix, cinéma qui crée les conditions de sa lisibilité, se déplace et se reconstitue par le dialogue, la rencontre, dans la contestation, l'affrontement et l'approfondissement critique. Et pour terminer, je voulais donc finir par cet extrait d'un poème de Michaud qui s'appelle « Moment », donc je vais lire et qui sera la conclusion de mon intervention. Arrivée, une nouvelle arrivée, le fleuve des arrivées s'écoule, il n'y a plus que des arrivées, flux sans fin, repoussant les restrictions, les délimitations, planifiant, mausolée qui en plus coulerait, ondes voyageant sur des ondes, moments sans route, sans à côté, sans revenir, sans se réunir, filant, indépendant. Merci.